Parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des prothèses... De nous transformer en cyborg. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Une technologie se développe en Suède. L'implant de puce électronique sous la peau de la main. La puce à la taille d'un grain de riz. Elle permet de déverrouiller des portes, de valider sa carte de transport, d'activer un ordinateur, simplement en passant sa main devant un lecteur. Exactement comme lorsque l'on paie avec sa carte bleue, vous savez, sans contact, ou que l'on passe son badge sur le lecteur pour entrer dans son entreprise. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Maintenant, je peux utiliser cette puce pour ouvrir certains documents sur mon ordinateur, quand un mot de passe est nécessaire. Et je peux aussi l'utiliser pour accéder à mon bureau. Cette chef d'entreprise ne semble pas s'inquiéter des risques de piratage. Les téléphones portables posent beaucoup plus de problèmes en matière de protection des données, notamment parce qu'ils ont un GPS intégré. Clara Grelson attend maintenant de pouvoir utiliser sa puce dans les commerces. Une possibilité déjà expérimentée à la cafétéria de l'université de Linköping, 170 km au sud de Stockholm. Donc là, j'arrive à la cafétéria pour acheter mon café. Là, je place ma main contre le lecteur. Je n'ai plus qu'à prendre mon gobelet et me servir. Est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes évidemment, comme les RFID à terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Israel's putting into practice its plan to return to normality, with schools and kindergartens beginning to open their doors. But concerns have been raised after the country's Prime Minister proposed a controversial measure to track children's social distancing by microchipping them. I spoke with our heads of technology in order to find measures Israel is good at, such as sensors. For instance, every person, every kid, I want it on kids first, would have a sensor that would sound an alarm when you get too close, like the ones on cars.
The Prime Minister's proposal received a barrage of criticism, especially from cybersecurity experts. Many of them questioned the legality of chipping people. The head of cyber studies at Tel Aviv Academic College, Tal Pavel, believes that it will allow criminals, including kidnappers and paedophiles, to track children. This initiative, it might be kind of roadmap to disaster. It can harm kids from a wide range of aspects. Since the information of the physical presence, the geolocation of the kids will be on the net, it won't be to be able to hack and to breach those kind of geolocation. It can be cyber criminals or criminal to kidnap those kids. It can be pedophiles. It can be also terrorists. It's invasion to our privacy, it's invasion to our, perhaps, I don't know, body. The problem is that we live in an era, in a digital era, in which our borders of privacy, of anonymity, of online freedom is getting narrower day by day. Anthony Morel, connecter le cerveau humain à un ordinateur. C'est l'un des projets fous du milliardaire Elon Musk et rien ne l'arrête en général. Ah bah donc non, c'est assez inquiétant. Ce week-end, il a fait une première démonstration très attendue d'une puce électronique implantée dans le cerveau d'un cochon. C'est ça. En attendant de le proposer aux êtres humains. C'est ça. Ça fait déjà marrer Charles. Bah oui, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Et peut-être que demain, ça fera partie de notre quotidien. C'est-à-dire l'idée, ce serait d'implanter une puce électronique dans ton cerveau qui serait capable de communiquer avec un ordinateur et surtout qui serait capable de doper la puissance de ton cerveau. Alors, les transhumanistes veulent nous rendre immortels. C'est pour ça que Google a développé beaucoup d'entreprises pour augmenter notre espérance de vie, veut développer l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle ait une conscience comme notre cerveau. Et puis les transhumanistes veulent augmenter nos capacités physiques et capacités intellectuelles. C'est ça le rêve transhumaniste. J'aurais peut-être une quatrième, il y a une... En post-humain dans une deuxième étape. Il y a une quatrième chose, c'est que le transhumanisme est un véritable eugénisme, puisqu'il veut créer l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme augmenté, oui. Un homme au meilleur de ses capacités, un homme qui ne sera plus malade, donc on élimine tous les gens qui sont possiblement en mauvaise santé. Vous pouvez répéter, Jacques Attali ? Non, mais c'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des prothèses. De nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais la première étape n'est pas celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. La puce ne mesure que 23 mm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. Un implant cérébral rechargeable sans fil, connecté en Bluetooth, et dévoilé en grande pompe par le milliardaire américain Elon Musk, célèbre pour ses fusées SpaceX et ses voitures électriques Tesla. Une puce pour mesurer en temps réel l'activité de plusieurs milliers de neurones que le milliardaire projette désormais d'installer en 1 heure seulement, grâce à ce robot, à la surface du cerveau de patients humains. À en croire Elon Musk, les promesses seraient presque sans limite. Soigner des dépressions, guérir des patients paralysés et pourquoi pas déchiffrer nos pensées les plus intimes. À partir du moment où vous commencez à accepter que votre identité numérique se retrouve sur un cloud parce qu'on a besoin de contrôler si vous êtes sanitairement compatible avec le fait de pénétrer dans certains lieux, ça finit par se transformer en un traçage numérique qui sera vite exploité par le grand marché des objets connectés, parce que le grand marché des objets connectés, il a besoin de ça pour pouvoir exister. Hein. Si on n'identifie pas numériquement une personne à chaque fois qu'elle passe à côté d'un objet connecté, les objets connectés, ils serviront à rien. Or ça, c'est un marché encore plus important, 10 à 20 fois plus important que le marché de la vaccination. C'est la raison pour laquelle ça intéresse Bill Gates et Mark Zuckerberg. En attendant donc les débats éthiques autour de tout cela, eh bien Elon Musk, lui, veut attirer des talents. Neuralink espère employer à terme 10 000 salariés pour travailler sur ses implants du futur. Et il nous promet même qu'un jour, cela permettra peut-être de copier sa mémoire pour la télécharger ensuite dans un autre corps ou même dans un robot. Bienvenue dans Black Mirror.